Temos un tempo prudencial para debates ya hai que saludar, porque ademais me acaba de anunciar o señor conselleiro que non poderá chegar a tempo. Moi podemos retrasar uns minutos a segunda sesión. Alguna pregunta, Cristian? Je voudrais simplement dire sur ce que vous avez dit, qu'effectivement, moi-même, étant originaire de Loire-Atlantique et immigré en Galice, je crois que le sentiment, c'est un sentiment subjectif, certainement subjectif, mais que les gens de Nantes, les gens de Châteaubriand, les gens de Loire-Atlantique, se sentent-ils plus intégrés dans la région Pays de la Loire ou en Bretagne? Je crois qu'il y a un sentiment subjectif d'intégration en Bretagne, majoritaire, je ne sais pas, chez les classes moyennes, chez les intellectuels, certainement. Le peuple, les habitants de Loire-Atlantique, les paysans de Loire-Atlantique se sentent, je crois, ne se sentent pas intégrés dans l'ensemble régional Pays de la Loire. C'est simplement ce que je voulais dire. ¿Alguna otra pregunta sobre esta dirección? Sí, yo quería hacer un par de preguntas al profesor Cuadé. La primera es, bueno, uno de los elementos que usted propone es digamos, la idea francesa de Sieyès, la idea de la nación, como una concepción no étnica. Yo, bueno, una pregunta también, una discrepancia, no sé si, bueno, ¿qué opinas sobre esta idea que está en la obra de Sieyès, en el sentido de contraponer la nación gala a la aristocracia franca? Es decir, cuando él habla del tercer establo, está contraponiendo, me parece a mí, al pueblo étnicamente galo frente a la aristocracia franca, y es una contraposición étnica. Bueno, es como yo veo, es la lectura de Sieyès, ¿no? Es lo que yo he leído. La segunda cuestión también es, usted ha planteado dos elementos vertebradores, bueno, o las encuestas que usted nos ha expuesto aquí. Unas, digamos, que son la idea de compartir un destino. Las otras, digamos, la idea de corazón, por sintetizar. Pero claro, el destino es objetivo y el corazón es subjetivo. No termino de ver claro cómo se puede, bueno, cuál es en realidad, porque cuando se dice compartir un destino, ¿cuál es ese destino? No me ha quedado claro, no sé si se podría explicar un poco más. Gracias. Je réponds en français. D'abord, sur la Loire-Atlantique, on a, alors je dis qu'on a toute une série de sondages. Ce qu'on sait sur la Loire-Atlantique, c'est qu'elle est complexe et que selon les régions de Loire-Atlantique, le sentiment breton peut être plus ou moins fort. On a des gens qui sont du Sud-Loire ou des gens qui vivent à Guérande n'ont pas du tout la même approche des choses. D'autre part, les sondages, comme on dit, ne sondent pas les reins et les cœurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en profondeur, ils nous donnent des réponses superficielles au sondage. Et on s'est aperçu que quand on demandait aux gens, en fait, tout favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, on avait aux alentours de 75% de gens qui disaient oui. Mais quand on leur demandait, êtes-vous favorable à la création d'une région Grand Ouest, on avait aussi une très forte proportion de gens qui disaient oui, ce qui était assez contradictoire. Donc en fait, il faut les recouper, les sondages. Et je pense que si on passait du sondage au référendum, par exemple, on serait aux alentours des 50-50. Voilà. Mais le sentiment d'être breton existe en Loire-Atlantique et le sentiment de ne pas l'être existe aussi. Alors, maintenant je réponds sur la conception française non ethnique. Pour moi, donc cette distinction qui a été faite d'une approche ethnique et d'une approche civique de la nation, c'est vraiment une dichotomie qui ne tient pas, parce que dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on examine,
on s'aperçoit. Bon, d'abord, ça a été, il y a eu Sieyès, mais il y a eu Renan, il y a eu tout ce qui a été fait au moment de la guerre de 70, quand il y avait un enjeu qui était en fait l'Alsace-Lorraine. Et donc, on a retenu une partie des arguments allemands, une partie des arguments français, et c'était presque une caricature. Parce que si on regarde ce que disait Ernest Renan, il parle du plébiscite de tous les jours, il parle de la dimension civique, mais il évoque aussi le rôle de l'histoire, le rôle de la culture, le rôle des grands hommes, le rôle, etc. Et je pense qu'à chaque fois qu'on va prendre des éléments concrets, on ne verra nulle part un nationalisme purement ethnique et un nationalisme purement civique. Et l'opposition qui a été faite entre un Est et un Ouest, un nationalisme de l'Est qui serait ethnique et un nationalisme de l'Ouest, ça ne tient absolument pas là. Ensuite, oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer la dualité entre partager un destin commun et puis le cœur, le droit du cœur. Alors, le droit du cœur, c'est une métaphore, mais cette notion de cœur, elle est intéressante parce qu'elle vient spontanément dans les propos des personnes que j'interviewe, et cette dimension du cœur, on la retrouve dans le nationalisme affectif un peu partout. Donc là, ce ne sont pas les nationalistes qui tiennent ce propos, mais il y a la notion de cœur, la notion de sang, voilà, tout ça, on va retrouver ça dans les hymnes, dans tous les propos nationalistes. Donc il y a une espèce de proto-nationalisme affectif qui s'exprime dans et partager un destin commun, oui, c'est vrai que c'est très flou, mais ce flou correspond à la réalité bretonne. Je crois qu'il n'y a pas de projet pour la Bretagne. Les Bretons n'ont pas un projet. Ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de faire des choses ensemble, mais tout ça est un peu diffus. Je ne dirais pas confus parce que c'est un peu méchant, mais c'est un petit peu diffus, ça n'est pas très précis. Donc voilà, mais il y a l'idée de faire quelque chose ensemble, mais on ne sait pas très bien quoi. Donc est-ce que c'est objectif? Peut-être aussi subjectif. Je peux ajouter quelque chose. C'est vrai que le plus diffus, le concept d'identité, la référence à l'identité du son, alors le plus effectif, le plus efficient pour attirer les gens, pour attirer les citoyens. C'est clair. Bonjour. Alors, est-ce que dans tes enquêtes, il y a une différence dans les réponses par rapport à la question identitaire entre les personnes bretonnantes et les non bretonnantes? Oui, c'est ça. Je veux dire, je ne parle pas des personnes avec une conscience politique, je parle tout simplement des locuteurs. Est-ce que cette variable de la langue, pour eux, c'est une identité qui va de soi par rapport aux gens qui ne sont pas bretons, qui langue cette variable? Alors, effectivement, il y a une différence qui a été constatée dans plusieurs sondages, mais la différence est relative. Elle est relative. C'est-à-dire que dans toute la Bretagne, on se dit breton, on se sent breton, mais l'intensité est un peu plus grande chez les Bretons. On parle bien là de la population dans son ensemble, on ne parle pas du mouvement breton. Donc la population dans son ensemble, on constate que le sentiment est un peu plus élevé chez les Bretons. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà. Et alors il y a quelque chose aussi qui est frappant. Je vais vous dire tout à l'heure qu'il y avait 3 zones en fait en Bretagne, une zone intermédiaire, une zone mixte, qui n'est jamais évoquée, mais j'en ai tenu compte dans les sondages, sur suggestion d'un collègue, un ancien professeur de sociologie, il m'a dit, il faut absolument que tu vois s'il n'y a pas de différence. Et en fait, on a un dégradé. C'est-à-dire le sentiment breton est particulièrement fort en Basse-Bretagne, un petit peu moins fort dans la zone mixte, et un petit peu moins fort dans la zone où on n'a jamais parlé breton. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer parce qu'en général, les frontières, on les produit consciemment. On construit de la différence. On sait qu'il y a une frontière, on la justifie un petit peu. Or là, ce dégradé-là, il n'est connu que des intellectuels. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un dégradé. Mais j'insiste sur le fait que c'est relatif et que, voilà, il y a quand même un sentiment breton qui est répandu par le partout.
Non, Peut-être que le sujet qui a abordé, excusez-moi, mais je vais répondre à des questions à la radio. Dans l'identité, quelle est la part de l'identité bretonne, quelle est la part de l'identité négative, c'est-à-dire d'opposition, moi je pense à Paris, comme ça, les Parisiens, on se sent breton par rapport à d'autres. Et ce fait différentiel, quel est son poids? Est-ce qu'on peut l'apprécier? Qui est d'exclusion finalement, ou d'affirmation d'une différence avec un arrière-plan politique, au fond, le centralisme par rapport à la périphérie, et cela comme valeur que l'on cultive, qu'on a cultivé, et qui a été utilisée par certains mouvements nationalistes, on le sait bien, hein, comment faire prendre conscience à quelqu'un qui est breton en le traitant de parisien, par exemple. Hein, voilà. Alors, d'abord, je rebondis d'abord sur le mot identité négative, parce que l'identité négative, pour les Bretons, c'est plutôt quand ils ont vécu, et il y en a encore qui les vivent comme ça, leur identité de façon honteuse. Parce que je n'ai pas du tout décrit cet aspect-là des choses, mais il y a eu vraiment très répandu une honte d'être breton, liée aussi au fait justement que la langue avait été interdite à l'école, qu'il y avait des représentations des Bretons comme des gens sauvages, arriérés, archaïques, voilà, et donc ça a été vécu dans le ressenti au moment de l'immigration. Comme Balzac disait que la Bretagne est un noir charbon au milieu d'un brillant foyer. La France est le brillant foyer, la Bretagne le noir charbon. Mais donc c'était pas de ça que vous vouliez parler, c'était de cette identité de résistance un petit peu. Alors, la mesurer quantitativement, je l'ai un petit peu fait. En fait, j'ai évoqué tout à l'heure les travaux de Manuel Castells sur... alors, Manuel Castells a fait un ouvrage majeur sur la société en réseau, et le premier tome, ou le deuxième tome, est sur le pouvoir de l'identité. Et donc là, il distingue l'identité de légitimant, donc celle qui légitime le pouvoir en place, l'identité de résistance qui s'oppose à lui, l'identité de projet qui essaye de bâtir quelque chose de nouveau mais qui va transformer en fait l'ensemble de la société. Il prend l'exemple des féministes. Et donc j'ai essayé de retrouver ça en Bretagne. Et il y a des Bretons, par exemple, qui légitiment complètement l'état actuel de la situation, qui légitiment l'État-nation, qui savent le breton, par exemple, mais qui n'ont pas de sentiment breton, de sentiment de bretonitude. Il y a donc des gens qui sont dans la position de résistance, d'opposition. Moi, c'était aux alentours entre 15 et 20% à peu près. Entre 15 et 20%. D'autres qui veulent bâtir un modèle, qui veulent transformer société, voilà. Mais cette opposition, apparemment, d'après les indicateurs que j'avais dit, c'est autour de 15-20%. Mais en fait, ça va dépendre, comme vous pouvez dire, on peut aussi manipuler les choses, transformer et renforcer ce sentiment d'opposition, que ça peut se développer, que ça est fluide. Agradecer aos ponentes as súas intervencións e a todos vos a asistencia e preguntas e empezamos a seguinte sesión ás 12:30. Bueno, mira,